Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui va parler design system chez Doctolib. Tout d'abord, on tient vraiment à s'excuser par rapport à ce qui s'est passé mardi. Voilà, on a eu des problèmes techniques en pagaille et donc on a décidé de revenir sur un système plus classique de webinar. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir sur ce webinaire TIGA aujourd'hui. Donc on va parler design system chez Doctolib. Juste très rapidement, en premier, vous savez, TIGA, on est le cabinet de conseil du product management et du product design. On intervient sur trois prismes. Le premier, le conseil, où on accompagne les CPO et les COMEX dans la stratégie et l'organisation produit. Nos Tigers et nos T-Guys sont en immersion après pour faire les meilleurs produits possibles au sein des équipes, donc en immersion, et bien évidemment la TIGA Academy avec la formation côté PM du rôle de PO au poste de CPO et côté design, bien évidemment, avec les Head of Product Design. Bien évidemment, le partage et l'excellence sont des valeurs qui sont très importantes pour TIGA. Donc, vous retrouverez toutes nos prises de parole sur tiga.co, nos prises de parole sur notre chaîne YouTube, sur les articles hebdomadaires sur nos blogs. On co-organise les événements, la ProductConf et les Meetup LPCX. Et vous retrouverez nos 4 livres sur notre site Product Academy, notamment le dernier Product Academy 4 sur le product design au sein d'une organisation produit. Alors, on va tout d'abord tranquillement se présenter, vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel ce design system est né chez Doctolib et un petit peu son historique, c'est important. Suite à ça, on vous expliquera comment on a mis en place ce design system comme un produit, où on en est aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes pour que ce produit continue à avoir tout simplement sa vie et vivre au sein des équipes produits. Et enfin, bien évidemment, on va passer du temps à répondre à toutes vos questions. C'est très important que vous posiez vos questions dans la partie questions et non dans la partie chat. Vous pouvez voter sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes et on prendra du temps pour y répondre. Alors, je vais laisser la parole à Michael pour se présenter. Yes, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, Michael David, je suis design director chez Doctolib. Ça fait bientôt 3 ans que je suis là. Donc, on va parler un petit peu de la construction d'équipe. Mais donc, aujourd'hui, ça regroupe les activités de product design, bien évidemment, user research, UX writing et brand design. Super. Christophe? Hello à tous, moi c'est Christophe, donc du coup Principal Engineer à Doctolib, donc c'est plus partie tech. Donc moi je suis là depuis 4 ans et demi à Doctolib et mon rôle il est un peu transverse au final pour un tech. Ça va être à la fois de s'assurer que le produit va dans la bonne direction en termes de choix techniques, donc avec toutes les feature teams qu'on peut avoir et s'assurer que tout le monde suive les bonnes guidelines, on va dire. Et à la fois s'assurer que notre produit va scaler, donc que ce soit sur de la dette ou que ce soit sur du runtime, s'assurer que la plateforme soit toujours disponible pour les utilisateurs. Bonjour à tous, moi je m'appelle Xavier, je suis développeur full stack à Doctolib depuis maintenant quasiment 1 an. Et du coup j'étais chargé de la partie tech sur le développement du design system chez Docto. Super. Donc, de mon côté, Thomas Vidal, je suis product designer chez TIGA et donc j'étais design system manager sur ce projet. On va commencer. On va commencer déjà en premier lieu à parler contexte, à parler un petit peu tout ce qui s'est passé avant la mise en place de ce design system comme un produit. Je vais te laisser un petit peu la main, Michael, parler de tout cela. Super, merci. Du coup, on va vraiment commencer au tout début. Moi, quand je suis arrivé, on était une toute petite équipe, comme on peut le voir sur la photo. On était deux product designers. Pourquoi je commence par ça? C'est pour un peu montrer alors, juste revenir un petit peu en avant. C'est pour montrer un peu l'évolution des outils et qui doit aussi s'adapter à la taille de l'équipe. Donc, à l'époque, on avait principalement Sketch, qui était là pour faire toute la partie interface, et InVision pour faire les interactions, on va dire, avec les enchaînements d'écran, les workflows, et le partage avec le reste de l'entreprise. Ça pouvait être des product managers, ça pouvait être des profils tech. À l'époque, on a, donc sur la slide suivante, je sais pas, je peux pas appeler ça un design system, mais plutôt un style guide. Donc en gros, c'est une grande feuille Sketch avec des artboards dedans qui va regrouper les différents composants qu'on pouvait retrouver sur le produit. Déjà, quand j'arrive, donc ça, c'est déjà mis en place.
mais il y a déjà un peu des disparités, des différences entre ce qu'on va trouver dans le style guide, ce qu'on va trouver nous sur nos maquettes et ce qu'on va trouver en prod. Donc en gros, c'était un peu un indicateur, c'était un peu une boussole, mais c'était pas respecté à la lettre. Donc c'était une première étape vers le reste de l'histoire. Ensuite, donc slide suivante, on voit que donc l'équipe grandit. Aujourd'hui, on est quasiment 25. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a en gros trois grandes équipes, hein, User Research, Product Design et Brand Design. Au sein de Product Design, on a aussi des UX Writers. Et donc là, les outils changent et évoluent et on rajoute la couche abstract pour faire tout ce qui est versionning et puis le travail, la collaboration à plusieurs sur un même fichier sketch. Ça marche bien. Moi, je trouve quand même que l'outil abstract c'est assez fastidieux quand même. Après, quand on passe sous Figma, on se rend compte quand même qu'on va gagner en vélocité. On a eu une question quand on avait fait donc la première version du webinaire sur pourquoi autant de designers. Bah, tout simplement parce qu'en fait, on a beaucoup de développeurs. Donc, il faut aussi que on adapte la taille de l'équipe au nombre de feature teams. Je crois qu'on a quasiment une trentaine de feature teams aujourd'hui chez Doctolib, une soixantaine de développeurs qui sont pas tous sur les problématiques front, mais il y a quand même un certain nombre de développeurs. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle on a besoin d'avoir une équipe aussi fournie. Donc là, on avance comme ça avec donc ces trois outils, Sketch, InVision, Abstract. Et là, c'est le drame, c'est-à-dire que il y a un jour, donc l'été dernier, où on a un projet de refonte des interfaces mobiles, avec en gros la volonté aussi de moderniser les éléments front pour être un peu plus à la page. Ça a occasionné pas mal de discussions avec les équipes tech. Quelques frictions aussi, il faut bien le dire, hein, mais je pense que c'est parfois nécessaire pour faire avancer certains projets de cette ampleur-là, parce que le design system, on le voit, c'est un vrai projet d'entreprise qui demande des profils, qui demande pas mal de bandes passantes. Donc, il faut bien prendre la mesure de l'ampleur d'un projet comme ça. Donc, ça commence par ce projet-là. Et en fait, sur la slide suivante, on voit que finalement, ça s'est fait en 4 étapes. En gros, au design, on disait, on aimerait bien moderniser la UI du mobile. Du coup, sur la partie tech, la réponse était, il faut d'abord mettre à plat les composants. Du coup, 3, ensemble, on se dit, on va réaliser un design système qui soit plus, il manque un mot d'ailleurs sur la slide, qui soit plus dynamique, on va dire, que une simple artboard sketch. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet de bord 4, c'est de se rendre compte que non seulement on va pouvoir moderniser les composants, mais en plus on va gagner en qualité et en temps de réalisation. Donc c'est vrai que finalement il y a 2 parties dans le projet, mais tout peut être résolu par cette brique de design system. Concernant le point numéro 4, sur la slide suivante, on voit que il y a eu tout un travail qui a été fait côté tech pour designer, pour estimer le temps perdu avant le design system. Alors le temps perdu pour côté développeur, la recherche du composant, l'implémentation de CSS custom, tout simplement demander de l'aide à droite à gauche pour les new joiners, de se connecter avec les développeurs qui sont là depuis un certain temps, la synchro avec la team design. Et côté designer, c'est l'ajout d'un composant. Alors là, c'est marqué sur Figma, mais à l'époque, c'était aussi sur Sketch. Recherche d'un composant existant et la synchro avec les développeurs. Donc tout ça, ça donne quoi? Ça donne 1,5 jour homme. En gros, je reste Thomas. 1,5 jour homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, dans l'entreprise, on a l'équivalent de 1,5 jour homme qui est perdu, entre guillemets, à faire l'insynchro entre designer et tech, et 0,5 côté designer. Donc c'est quand même assez colossal, surtout si on met en regard les coûts de salaire, on va dire, à l'échelle d'une entreprise comme Doctolib. Donc c'est vrai que quand on transforme les objectifs d'un design system et qu'on les met en regard d'un coût financier, forcément ça fait plus vite bouger les lignes. Donc on sait sur la slide suivante, en gros, on s'est dit il faut qu'on trouve cette pierre de Rosette
cette façon de communiquer de manière fluide et dynamique entre les designers, Sketch à l'époque, et la partie code. En gros, ça s'est fait en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est que on avait vu que InVision à l'époque avait créé donc l'outil DSM, Design System Manager. Franchement, moi, j'avais trouvé ça top. J'avais regardé la solution. Je trouvais que la promesse était assez incroyable. On a passé pas mal de temps avec la tech et avec même Christophe, qui était pas mal en interaction avec eux. Et ça l'a pas fait. Et c'était une des questions de la première version du webinar. Je laisse Christophe répondre sur cette partie-là. Pourquoi le DSM d'InVision, en fait, n'a pas fonctionné pour nous? Ouais, donc du coup, là-dessus, en fait, on a eu beaucoup d'échanges avec les équipes de InVision. On a fait des passages support niveau 1, support niveau 2, support niveau 3. Et grosso modo, je pense que si on met dans le contexte, c'était il y a quasiment un an. C'était au moment où ils lançaient en fait le produit et ils nous voyaient peut-être un peu comme le go-to pour mettre le nom de tiens, il y a aussi Doctolib qui utilise notre nouveau product qui est en bêta. Et ce qui marchait pas à l'époque avec nous, ça a été 2 choses. Donc la première, ça a été l'intégration avec l'outil qu'on utilisait côté dev pour justement avoir la bibliothèque de composants, l'afficher, donc cet outil qui est Storybook. Donc l'intégration avec Storybook ne marchait pas forcément bien, même si on a eu plein d'itérations avec eux, ils s'en sont rendus compte au bout d'1 mois d'aller-retour que au final c'était l'intégration avec Storybook qui ne marchait pas. Et ensuite il y avait d'autres fonctionnalités qu'on aurait bien aimé avoir. Par exemple, la gestion du versionning. Donc, si jamais on crée un nouveau composant, qu'on l'envoyait chez InVisio et qu'après, en fait, on voulait retirer les anciennes versions pour n'avoir que la dernière, et ben en fait, cette fonctionnalité n'existait pas encore chez eux et ils nous raffichaient toutes les anciennes versions pour un même composant. Et du coup, ça nous dérangeait parce que le but de notre DSM, c'est d'avoir un truc propre, c'est d'avoir un truc où on a vraiment une seule version possible pour enlever toute ambiguïté. Voilà, merci Christophe. Donc l'idée, bien sûr, c'est pas de faire du InVision bashing. C'est vraiment, je pense qu'on était un tout petit peu en avance de phase par rapport à la maturité du produit à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, le produit est très bon, mais en tout cas, nous, on n'a pas réussi à se plugger dessus. Ensuite, au bout de quasiment un quarter d'essai sur InVision, on se dit, bon, on va dédier 10% du temps de la team Product Design au projet Design System. Bon, bah pareil, ça dure un trimestre et demi, et on se rend compte que ça marche pas. Alors pourquoi? On peut le voir sur la slide d'après. Déjà, en fait, on est un peu au milieu du guet, c'est-à-dire que on met à jour des composants, mais on met pas tout d'un coup. Donc, il y a des moments, en fait, il y a des composants qui sont en état, on va dire, en version 1 et d'autres en version 2. Les développeurs cherchent des composants, ils choisissent pas forcément les bons. Donc, en résultat, sur la slide d'après, on voit des inconsistances d'interface, tout simplement, sur la définition des fonctionnalités qui sont les mêmes, comme l'affichage d'un champ de recherche avec par exemple là des patients suggérés. Donc on voit quand même qu'il y a une différence de UI qui est quand même bien importante. Or nous, notre objectif c'est d'avoir quand même une consistance design et tech par rapport à ça. Donc tout ça fait que sur la slide suivante, la conclusion sur l'essai numéro 2, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas un ownership clair sur ce genre de projet, après c'est valable sur l'ensemble souvent des initiatives dans le monde de la tech, mais tant qu'on n'a pas d'ownership clair, c'est difficile de faire avancer un projet. Une sous-estimation complète du temps de réalisation. On pensait vraiment que en quelques workshops, on allait dépiler les composants un à un. En fait, on s'est rendu compte que un bouton, ne serait-ce que définir les différents états d'un bouton, même si on a peut-être, je sais pas, 4, 5, 6, ben, ça peut prendre 2, 4, 6, 10 heures, et avec lequel on va 10 heures pendant lesquelles on va inclure toute la team product design. Et ça, c'est que pour l'alignement design. Donc après, l'alignement avec la tech, etc. Donc c'est vraiment une sous-estimation. Donc c'est bien parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Du coup, ça a occasionné des meetings récurrents qui devenaient peu efficaces. On se rendait compte que semaine après semaine, ça n'avançait pas aussi vite qu'on voulait. Donc c'est le genre de situation où les équipes s'épuisent très facilement, très rapidement, ce qui est mauvais quand on veut en faire un atout pour la collaboration design tech.
Et donc voilà, au bout de 2 trimestres, on avait à peine 15% réalisé, 15%, on va dire, des 30 ou 32 composants qu'on a fini par mettre à plat là au dernier trimestre. Donc voilà, donc on a décidé d'investir plus de ressources et de tout remettre à plat. Donc on voit bien que sur tous les gens qui nous posent des questions, mais comment on fait pour actionner le projet? Il faut créer un momentum, je pense. Design, moi je dis souvent ça, pour qu'un projet avance, il faut créer un momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est une situation un peu de friction sur un projet où on veut mettre à jour des composants, suivi de différents essais où on va bricoler un peu la bande passante de chacun, des limitations techniques sur des outils. Voilà, et en fait, là, on crée un momentum où tout le monde se dit, et la tech, et le product, et le design. Bon, en fait, si on veut être plus efficace là-dedans, il faut absolument qu'on mette des ressources sur le sujet. Merci, Michael. Du coup, peut-être Christophe. Il y a des questions, on répond après ou On répondra à la fin à toutes les questions. Okay. On prendra 10-15 minutes sur ce sujet-là pour répondre à l'ensemble des questions. Cool. Merci. Et donc, du coup, donc tout ce dont on va vous parler, en fait, ce qui serait bien, c'est de vous donner un peu plus de contexte sur, donc du coup, là, on sait comment l'équipe design marche. Il faut voir que, comme a dit Michael, c'est une collaboration et donc, du coup, peut-être vous donner un aperçu de l'organisation Tech and Product à côté pour savoir qu'en fait, sur quel budget on a pu taper et comprendre un peu plus comment les équipes marchent entre elles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la tech et au produit, en gros, à Doctolib, on est organisé en feature team. Chaque feature team est autonome et elle suit ses propres KPI. Donc, vraiment, on a un KPI, on essaye de avancer dessus, de faire en sorte que les projets qu'on va faire par la suite vont avoir un impact sur ces KPI. Quand on dit qu'elles sont autonomes, en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'on a tous les profils nécessaires pour que la feature team travaille d'elle-même. Ça veut dire qu'on va avoir le product manager, on va avoir l'engineering manager, on va avoir les développeurs, on va même avoir des product designers dans les équipes qui en ont besoin, on va avoir des data analysts dans les équipes qui en ont besoin, et ainsi de suite. Donc, vraiment, une équipe est autonome. Si on va dans la slide après, donc comme l'a dit Michael, aujourd'hui on est aux alentours des 28 feature teams. Il faut savoir qu'on a commencé l'année avec 15 feature teams. Donc on est vraiment en train de doubler sur une année. Et cette croissance, en fait, elle est très importante dans le sens où, vu que à Doctolib, on travaille tous sur la même base de code, en fait, il peut y avoir des impacts à la fois organisationnels et à la fois techniques. Si on va à la slide d'après, comment on est organisé? Donc, on a beaucoup de feature teams. En gros, on va les regrouper par domaine. Un domaine, ça va être vraiment on peut considérer que c'est quasiment une ligne de produit à Doctolib. Donc, on va avoir le domaine qui va s'occuper de toute la partie prise de rendez-vous, un nouveau domaine pour lancer une nouvelle ligne de produit. On a des domaines pour toute la partie grand site public et ainsi de suite. Pourquoi on vous parle de tout ça? Parce que si on va à la slide d'après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on connaît de Doctolib généralement, en fait, c'est le site public, c'est le site patient. Sauf que le site patient, il est très bien, il est très beau, il y a des fonctionnalités, mais en fait, c'est vraiment qu'une partie de tout ce que fait Doctolib derrière. Derrière, on a un site dédié pour les professionnels de santé qui a beaucoup plus de fonctionnalités, avec beaucoup plus de complexité de produits. Et on a aussi encore d'autres lignes de produits qui ne sont pas forcément visibles en fait pour les patients. Qu'est-ce que ça nous apporte? Sur la slide d'après, en fait, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que du coup, on a… tu as sauté une slide, Thomas. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a plusieurs produits différents qui vont, en plus de ça, être sur plusieurs plateformes différentes. Donc, tous nos sites, donc le site public et le site professionnel de santé, ils sont bien évidemment sur des applications mobiles, sur ordinateur. Ce qui veut dire qu'en fait, les écrans du produit, c'est dupliqué au final. On va avoir la version desktop, on va avoir la version mobile. Donc, en gros, ça veut dire qu'on explose en termes de nombre d'écrans à devoir gérer et implémenter. Si tu peux la suite. Et donc, du coup, pour faire tout ça, ce qui est important à la tech, c'est vu qu'on grossit, il nous faut vraiment un ADN qui est très fort et que tout le monde doit avoir. C'est vraiment une philosophie, c'est le mindset de Doctolib. On a plusieurs valeurs, on a 5 grandes valeurs. Aujourd'hui, je vais juste vous en parler d'une seule, c'est Keep the Stack Simple. Vous avez déjà dû en entendre parler si vous avez parlé avec vos équipes tech. Le but, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, en fait, c'est simple. On a beaucoup de gens qui travaillent sur le même code. Pour pouvoir avoir une grande vélocité, pour pouvoir être capable de répondre à une croissance où on veut de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de nouveaux écrans, il faut que la partie où tous les gens vont travailler dessus, il faut qu'elle soit le plus simple possible.
Et donc, le but, ça va être vraiment de se dire, on doit se battre contre la complexité, on doit faire en sorte que toute la stack, tout l'environnement dans lequel vont travailler les développeurs soit le plus simple possible. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre à la fois d'avoir une vélocité qui répond aux attentes, mais à la fois, quand on va devoir grandir, donc comme vous avez vu, on a doublé de taille d'équipe sur un an, bah, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait 2 fois plus de développeurs qui vont arriver, qui connaissent pas la base de code et qui vont devoir, au même titre que tous les autres développeurs déjà présents, implémenter des nouveaux écrans, et ça dans des temps records. Et donc, du coup, le fait d'avoir une stack simple et un produit homogène, ça va nous permettre d'y arriver. Comment on atteint cet objectif? Si tu vas à la slide d'après. Et ben en fait, il faut se dire qu'à Doctolib, un développeur, c'est pas juste un codeur, il est pas là pour pisser du code, on va dire. Hein. Là, en gros, on a une grosse répartition assez grossière. En gros, le développeur, la moitié de son temps, c'est pour faire de la feature, et l'autre partie du temps, et ben en fait, elle va être découpée en gros lots. Et donc dans ces gros, bah, bien évidemment, on a les rituels parce qu'on veut que les développeurs grandissent. Il va y avoir une partie sur les bugs parce que le produit doit être très bon et sans problème. Parce que c'est quand même un produit qui a de l'importance où on va potentiellement petit à petit arriver sur des problématiques très critiques pour les utilisateurs. Et en fait, on va voir la petite partie en rouge là que vous pouvez voir de 15%, c'est des tech tasks. Qu'est-ce qu'une tech task? Ben, en fait, c'est le budget qu'on a décidé d'avoir dans la boîte pour justement répondre aux problématiques de maintenance du code. Ça veut dire que, basiquement, un développeur, en fait, il va passer 15% de son temps à faire en sorte que le produit, le code reste le plus simple possible et le plus maintenable pour la suite. Et donc, au final, c'est avec ces 15% de tech tasks qu'on a pu travailler à l'époque sur comment on fait pour avoir, par exemple, un design system. Voilà. Super, merci Christophe. Du coup, on passe à la suite et donc à ce fameux 3e essai où on a essayé de faire en sorte que ce design system soit créé comme un produit. Alors, pour commencer, pour bien comprendre un petit peu la philosophie qu'on a mis en place pour ce 3e essai, moi j'aime beaucoup cette citation de Nathan Curtis qui est très connue dans le domaine du design system. Style Guide is an artifact of design process. A design system is a living folded product with a roadmap and backlog serving an ecosystem. On a essayé vraiment de le concevoir comme tel, ce design system, c'est-à-dire un produit au sein des équipes produits, avec une roadmap, un backlog, une vie, un cycle de vie, et qui sert vraiment les équipes produits et dans un second temps, l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. C'est très important de partir sur ce statut-là et de se dire que c'est vraiment un produit à part entière. Alors, comment on a fait? Donc, il y a eu une première phase de discovery, et là, vous avez déjà un petit peu observé les pain points, hein, ils ont été présentés par Michael et Christophe. On avait une perte de temps et d'efficacité, donc que ce soit au niveau des product designers ou des développeurs sur leur propre travail et sur les interactions qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres, et donc ça se traduisait par un manque d'homogénéité sur la plateforme, hein, clairement. Ça entraînait aussi des frustrations et des cloisonnements au sein des équipes et entre les interactions au niveau des équipes, donc ça c'était problématique. Ça a un coût sur le delivery qui est important et c'est fortement amplifié par l'expansion des équipes. Du coup, on s'est dit, ben voilà, ce design system, déjà on a commencé par se dire, voilà, on va le construire comme un produit, quels sont les objectifs qu'on va mettre en place pour que ce design system, ça soit une réussite. La première, bien évidemment, elle est essentielle, elle est simple, c'est d'améliorer l'homogénéité et l'expérience utilisateur. C'est évidemment le but derrière. Mais au-delà de ça, on s'est dit que vraiment, il y avait un travail à faire d'un point de vue organisationnel pour transformer vraiment les processus de collaboration entre product designers et entre développeurs et entre product designers et développeurs. On va y revenir longuement, mais on pense vraiment que c'est l'une des clés du succès pour que le design system fonctionne bien. Du coup, avec cela aussi, ça permet fortement d'accélérer la conception et le développement de produits et de faire en sorte que ce soit les designers ou les développeurs, leurs tâches soient attribuées vraiment sur de la valeur, sur des éléments à plus forte valeur ajoutée, comme côté design, par exemple, la discovery ou la co-création, et côté tech, vraiment sur la qualité du code notamment. Il y avait déjà une vision holistique qui avait été mise en place, mais on n'avait pas pu la mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire, maintenant, on va mettre en œuvre cette vision holistique qui est de dire le product, le content et la brand sont au cœur de ce design system. Donc, on va vous présenter notre design system Oxygène, comment on l'a mis en place, tout le process. On fera une petite démo après à la fin et on vous dira ce qui a fonctionné, ce qu'il faut améliorer et les prochaines étapes. Donc, ce design system Oxygène, on a trouvé le nom la semaine dernière. Hein. C'est ce qu'on a fait en dernier, mais on l'a fait de manière product, c'est-à-dire vraiment avec de l'idéation, de la co-création et après un sondage quanti pour trouver le bon nom. Donc, il est composé de 3 parties, product, content, brand.
ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'en premier lieu, donc, on a travaillé sur la vision. Et vraiment, on s'est dit quels sont les principes qu'on doit mettre en œuvre à tout moment au niveau de notre design system, quel est le langage commun unifié qu'on va avoir au niveau de ce design system, l'accessibilité. Xavier va vous en parler longuement après parce que c'est un sujet qui est très important, qui est au cœur de l'actualité, donc on a travaillé fortement sur ce sujet-là. Et cette vision, après, on va l'appliquer à la fois sur la partie product, content et brand. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, au niveau produit, on a mis en place des guidelines au niveau product design. On a travaillé donc sur des composants. Ces composants, ils s'inscrivent dans des cas d'usage qui sont très particuliers. Ces composants, on les a mis aussi dans une hiérarchie claire et simple. On sait que c'est un problème aujourd'hui au niveau du design system. Il y a une étude récente d'Adobe qui disait que c'était l'une des difficultés majeures de trouver le bon composant. Donc on a travaillé sur ça. On a travaillé aussi sur la structure des composants en termes d'utilisabilité. C'est bien d'avoir des composants, qui sont synchrones entre designers et développeurs, mais après, faut-il encore les utiliser, ces composants, des deux côtés. Et on sait côté design, quand on sait des composants de composants, notamment dans Figma, on a essayé de travailler sur une structure qui est la plus simple possible et on est en train d'itérer constamment dessus. On a eu un point hier sur le sujet pour dire, voilà, ce composant est encore trop compliqué, il faut l'améliorer et le rendre plus simple d'utilisation. C'est quelque chose de fondamental si derrière, on veut en fait qu'il soit vraiment utilisé côté design, même côté data. Bien évidemment, les do et don't et l'accessibilité de manière générale sur l'ensemble de ces composants. C'est la même chose côté contenu. On a la chance d'avoir des UX writers chez Doctolib. Donc, on a travaillé sur le processus. Comment sont inscrits les UX writers tout au long du processus de conception d'un produit. Le tone of voice, les différentes audiences qu'on tacle, les mécaniques de langage, la traduction. La traduction, aujourd'hui, c'est un travail commun qui est fait vraiment par les PM, les designers et les développeurs chez Doctolib. Donc, on a mis en place toute une stratégie de traduction par rapport à ça. Et bien évidemment, l'accessibilité au niveau du langage, comment on s'exprime pour être le plus accessible possible. Même chose côté brand, toutes les foundations, les illustrations, les templates, les books, comment elles sont aussi en lien avec l'accessibilité. Donc, on est vraiment sur une vision complète et on a travaillé main à la main pour s'assurer qu'on soit cohérent de bout à bout en construisant un produit. Oui. Thomas, je vais intervenir, reviens. Ça, cette vision-là, elle est possible aussi parce que tout le monde est dans la même équipe. Ça, j'y tiens beaucoup et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, de la tech ou pas dans la tech, où typiquement la brand est à part ou rattachée au marketing. On a fait le choix de tout mettre sous le même toit et je trouve que ça a un très très bon côté sur une vraie continuité graphique et sémantique sur l'ensemble du groupe. Et le design system, qui justement avec ses 3 onglets, product, contact, brand, est extrêmement puissant dans la consistance globale sur toute l'expérience qu'on peut créer dans le produit, mais même aussi à l'extérieur du produit. Donc, ça, c'est aussi une architecture d'équipe qui peut permettre la création d'un système aussi holistique. Tout à fait. Non, tout à fait. Ça aurait été plus complexe si ça n'avait pas été le cas, effectivement. Donc, on a défini cette vision, on l'a appliquée pour ces 3 éléments-là. On a défini bien évidemment une cible claire, l'équipe produit, en se focalisant dans un premier temps sur la partie design et développeur, parce que c'était nos pain points les plus importants. Et bien évidemment, derrière, avec une vision au service d'une meilleure expérience pour nos utilisateurs de manière globale, en améliorant l'homogénéité. Donc, on a eu cette cible. Maintenant qu'on avait cette vision et cette cible, on s'est dit, voilà, dans quel mode on va se mettre pour que ça fonctionne bien. Il y a plusieurs façons de faire, clairement, et je sais que aujourd'hui, au niveau francophone, au niveau de la communauté design system, il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Nous, on a préféré partir sur un modèle qui était centralisé. Donc, on avait une équipe vraiment en charge du design system et qui prenait les décisions sur le design system, mais une équipe en mode centralisé hybride. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, l'un des pain points majeurs qu'on avait, c'était les interactions qu'on pouvait avoir entre designers et développeurs. Donc, on a fait le pari d'avoir une participation permanente du design, de la tech et des équipes produits, de manière générale, avec des représentants, et donc qui pouvaient nous donner des idées de manière générale pour arriver après à statuer et à prendre des décisions. Vous allez voir dans la façon dont on a mis en place la gouvernance, on a fait en sorte vraiment que tout le temps, on puisse communiquer, échanger et avancer ensemble sur la construction de ce design system, même s'il y avait une équipe qui était en charge de prendre les décisions au final. Au niveau de la collaboration, Xavier, je vais peut-être te laisser un petit peu parler de ce que tu faisais dans cette équipe-là et le lien que tu avais avec la tech. Ouais, du coup, alors moi j'étais 50% de mon temps dans mon équipe en tant que full stack développeur classique, et j'avais 50% de mon temps qui était dédié au design system. Ça passait par plusieurs choses. Ça passait déjà par le développement de composants, tout simplement, que ce soit des composants existants ou des nouveaux composants, des nouveaux besoins, etc. Et aussi, du coup, un peu gérer les gens qui nous ont aidés à développer ça, parce qu'il y a eu 2 développeurs qui nous ont aidés.
Donc, c'était review de pull request, faire le relais aussi entre du coup ces développeurs-là et le design dès qu'il y avait des doutes sur certains trucs. Et du coup, dès qu'il y avait des choix techniques à prendre, je les aidais là-dessus. Et il y avait aussi un backlog en fait côté tech, parce que comme l'a expliqué Christophe, on s'est servi du budget de tech task des gens pour justement mettre un petit coup de boost sur ce projet-là. Et du coup, chaque composant donnait lieu à une tech task, ce qui veut dire un ticket sur Jira. Et du coup, voilà, il y avait ce backlog à organiser, vérifier que toutes les tâches étaient prises par quelqu'un, faire le relais aussi avec le design, etc. Là-dessus. Et une grosse collaboration aussi du coup avec Thomas côté design. L'idée, c'était vraiment qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on aille tous dans la même direction. Donc dès qu'il y avait des doutes ou dès que Thomas me présentait des trucs, ou que moi je lui remontais des choses côté tech, on se challengeait énormément tous les deux pour être sûr d'aller dans la bonne direction, de pas faire des choses overkill ou voilà, avoir vraiment une vision commune sur ce projet-là. Et donc c'était hyper important pour faire le relais entre la tech et le design. Non, complètement. Je pense que ça a été un facteur clé, le fait qu'entre product design et tech, on avance main dans la main, même dans la co-création. On va en parler après, c'était vraiment quelque chose qui était fondamental. Merci Xavier. Donc de mon côté, moi j'étais en charge, j'étais sur le design system focus à 100%. Bien évidemment sur la création des outils, la documentation, le contenu, la plateforme. J'animais aussi les workshops de co-création. Sur la communication du design system, on va revenir longuement là-dessus, c'est un sujet qui est très important. La gestion du backlog, donc tous les deux avec Xavier, on gérait cette partie-là, et aussi la mise en place organisationnelle, c'est-à-dire les petits changements qu'on pouvait avoir sur les interactions au sein des équipes. Donc on a commencé à faire un inventaire, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà été faites sur les 2 premiers essais. On a essayé de récupérer aussi ce qui a été fait et de voir comment on pouvait l'améliorer. Donc on a fait un inventaire avec une phase de discovery sur ce sujet. Et on a commencé à s'aligner, design, brand, content, tech, pour mettre en place cette vision commune, et on a priorisé. Voilà, la première chose qu'on a fait vraiment, c'est on s'est dit, on veut sortir quelque chose mi-août, donc on va prioriser sur ce qui est le plus important, ce qui est le plus impactant, ce qui prend en compte aussi la charge des développeurs et qui est faisable dans un temps contenu. On ne veut pas donner un design system qui sort dans 8 mois, mais déjà qu'on ait des premières briques avec ce qui est essentiel au bout de 2-3 mois, et après on fait vivre ce design system petit à petit. Donc, on est vraiment parti dans cette idée-là avec une idée de faire ça dans 3 mois et d'avoir une vision complète en fin d'année. Et en se disant, et c'est quelque chose de très fort, on va faire vraiment de la co-création pour la vision et pour les 30 composants qu'on a considérés comme essentiels et qu'on devait utiliser pour que à peu près 80-90% des écrans aujourd'hui sur la plateforme soient couverts. Donc, on est parti vraiment là sur ce travail de dire, pour chaque composant, on va appliquer la vision et on le fait en co-création ensemble. Donc voilà, on est parti sur cet inventaire, cette vision, et après on a transformé nos processus pour mettre ça en place. C'était quelque chose qui était fondamental. Il y avait déjà un chapter design qui était mis en place au sein des équipes, parce que comme vous l'avez compris, au niveau product design, aujourd'hui il y a beaucoup de product designers qui sont dans les domaines. Donc on fait en fait une review design system de manière hebdomadaire, et en fonction des besoins, en fonction du composant qu'on va tacler, en fonction des guidelines qu'on va mettre en place, du travail qu'on va faire sur l'accessibilité par exemple ou autre, on intégrait la tech, le content et la brand dans ces reviews si besoin était. On avait un point de synchronisation permanent entre la brand, le content et le design aussi pour commencer à mettre en place la plateforme globale. Je vais y revenir après. Il y a 2 points qui étaient essentiels et qui étaient très forts. Le premier, et qui est un point pas facile à mettre en place, et qui est vraiment une prise de conscience forte, c'est se dire, voilà, sur toutes les nouvelles UI qu'on va créer aujourd'hui, il faut qu'elles soient conformes au design system à 80%. On sait qu'aujourd'hui, c'est un chiffre qui apparaît de plus en plus et qui est en train de devenir une référence. L'idée, c'était quoi? C'était de se dire que oui, le but du design system, c'est pas de contraindre les designers, pas du tout. Voilà, ils sont dans une contrainte, mais en termes de créativité, on leur laisse la créativité. Par contre, cette créativité, elle s'exprime dans une contrainte. Et cette contrainte, c'est de dire 80% de ce qu'on voit. Alors, c'est un chiffre, c'est une référence. On n'est pas à dire on est à 70%, ça va pas, etc. Non, c'est dire tout simplement, vous pouvez être créatif, mais dans une contrainte donnée, vous allez avoir des nouveaux besoins métiers. Peut-être que plusieurs domaines vont travailler sur de nouveaux besoins. Du coup, là, à ce moment-là, on créera de nouveaux composants et on fera un update du design system. Et voilà, d'essayer de se dire que maintenant, on va partir sur de la créativité par la contrainte et avancer ensemble sur ces sujets-là pour simplifier le travail de tout le monde. Être product designer, c'est créer, c'est innover, mais d'où le mot product, c'est innover en prenant en compte la problématique business et technique. Et donc, voilà, le design system, c'est une école du produit pour moi, donc c'est très important de dire qu'il y a aussi cette contrainte technique et qu'il faut la prendre en compte. Thomas, oui. Thomas, je juste là-dessus, c'est très important. Je pense qu'effectivement, une certaine vision du design où du coup on va recréer les composants,
en fonction des pages et en fonction des espaces à designer. Moi, j'ai tendance à comparer le design system avec une boîte de Lego. Et c'est vrai que plutôt que de redesigner à chaque fois la brique de Lego, de dire, bah voilà, ça c'est le Lego avec lequel je vais pouvoir construire une interface. Et c'est vraiment ça, c'est de dire que nous, c'est pas une histoire de contrainte, c'est juste une histoire de dire que c'est les éléments avec lesquels on crée, on apporte les solutions aux problèmes business, quoi. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que vraiment on l'a pensé comme un produit, donc c'est quelque chose qui évolue, quoi. Ça, c'est très important de le dire aussi, hein. En plus, tout à fait. Ouais, totalement, totalement. Suite à ça, donc il y avait cette partie de conformité, et après donc on a mis en place un backlog, donc un Kanban design system, où on pouvait voir toutes les évolutions en fait des composants, des bugs, des nouvelles idées, et qui étaient accessibles aux deux équipes. Donc en fait, on a mis en place une gouvernance qui était claire et simple, donc avec, comme je l'ai déjà dit, la priorisation des premiers composants. Là, on le voit en fait, hein, on était sur le logiciel, sur Asana, et on avait les différentes étapes comme un produit, hein, en fait, hein, de phase de discovery, co-création, test, développement et test du développement. Et en fait, on avait ces différentes étapes avec la possibilité de remonter des bugs côté delivery ou design, s'il y avait des problèmes avec Figma, s'il y avait des problèmes côté Storybook ou en développement. On pouvait remonter des idées, il n'y a pas de souci aussi, et même des améliorations sur la vision, sur les composants. Donc, on était très ouvert par rapport à ça, avec l'idée de dire, voilà, vous voyez le cycle de vie aujourd'hui dans le design system, vous pouvez contribuer, et après, en atelier de co-création, bien évidemment, l'équipe fait des choix forts. Au niveau des outils, ben, on a voulu mettre en place des outils qui étaient en phase avec une vision unifiée. Ils étaient déjà mis en place côté design et tech, hein, c'est-à-dire que donc côté design, il y avait cette équipe qui était en train de grandir, donc il y avait l'utilisation de Figma. Figma, nous, ça nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, ce design system, il a démarré pendant le confinement. Donc l'aspect collaboratif, le fait que tout le monde pouvait vraiment travailler en amont, on avait une sandbox pour le design system où tout le monde pouvait proposer ses idées, montrer des use cases typiques de là où il y avait besoin de composants, etc. Et donc de préparer des ateliers, donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Donc on est parti côté design et on avait Figma. Côté Storybook, peut-être Xavier, tu vas en parler un petit peu? Ouais, nous on avait déjà un Storybook. C'est vraiment le truc classique côté tech pour faire une bibliothèque de composants, un showcase utilisé par tous les développeurs, quoi. Donc c'est vraiment l'outil classique pour le coup. Ouais, et puis donc du coup l'idée c'était de se dire, comme on voulait justement une vision unifiée et puis améliorer la collaboration entre les équipes, on a essayé de prendre une plateforme et donc on a pris 08 pour tout simplement avoir aussi Figma et Storybook au sein de cette plateforme. On vous le présentera après au niveau de la plateforme, donc on a la vision, les guidelines, etc. Mais pour chaque composant, on retrouve en fait la partie design et la partie dev. Ça permet vraiment d'avoir une seule source d'information et de vérité, et tout le monde peut s'accrocher à cette source-là. Bien évidemment, les designers continuent à travailler sur Figma et les développeurs aussi Storybook parce que ça peut être plus simple pour eux, mais on pousse l'utilisation de manière générale à cette plateforme car il y a toutes les guidelines, notre façon de faire et de penser au niveau du design system. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important. On a vraiment cherché aussi à améliorer l'utilisabilité, que ce soit côté Figma ou côté Storybook. On sait que l'adoption des composants, bon, c'est déjà d'être synchrone et de diffuser cette vision. Mais il y a aussi, quelque part, l'utilisateur principal, c'est le développeur, c'est le designer. Donc, côté design, on a fait en sorte déjà d'avoir une hiérarchie qui est simple et claire. On a abandonné l'idée d'atomic design parce que c'était, même si c'est très très bien l'atomic design, mais c'est complexe. Donc, on a voulu aller sur quelque chose de très simple et avoir une hiérarchie des composants relativement simple. On a essayé de travailler sur le nommage des composants, sur les différents états, sur les différences entre desktop et mobile pour que ça reste simple d'accès. Et après, Figma nous aide parce qu'avec tout ce qu'on peut faire, les tags, les tooltips, la recherche, ça marche bien. On est aussi en train de travailler et on a quasiment finalisé cette partie-là sur l'onboarding des composants et le design system, notamment sur l'usage des composants. J'y reviens. Placer un bouton, c'est très simple. Quand on commence à rentrer dans une modale où il y a X composants qui sont en lien avec cette modale et qu'il y a des guidelines qui sont très précises, il faut vraiment travailler sur la structure du composant pour qu'elle soit simple et qu'elle soit utilisée par les designers. Donc, on travaille à la fois sur l'onboarding du composant dès qu'on utilise le composant, mais aussi pour rester très très simple sur la structure, pour faire en sorte en fait que ça soit utilisable. Donc, on a travaillé sur toute cette partie-là côté Figma. Côté Storybook, tu veux dire peut-être un petit mot, Xavier? Ouais, alors nous, on avait déjà un Storybook déjà, mais c'était un peu le bordel. Il y avait tout et n'importe quoi dedans, donc les gens s'en servaient plus au final, et donc c'est ce qu'on a voulu éviter là. Donc on a tout repris from scratch. On a repris la même catégorisation que Figma, donc vraiment toutes les catégories containers, navigation, etc. Pour que ce soit hyper simple pour les devs de passer d'une maquette à Storybook, quoi. Il y a vraiment juste à regarder où est-ce que le composant est placé dans Figma. Tu vois au même endroit dans Storybook, tu as le même composant. C'est vraiment hyper simple. Ensuite, on a choisi d'avoir des exemples définis
dans Storybook, il y a pas mal de plugins qui permettent de jouer un peu avec les composants, etc. Le truc, c'est qu'on s'est dit qu'avec ça, au final, tu as vite fait de faire des combinaisons de propriétés qui donnent lieu à un composant qui n'existe pas dans ton design system. Donc, on a préféré fixer les exemples et avoir vraiment des trucs définis, des exemples propres qui bougent pas, qui sont les mêmes que dans Figma au final. Et pour chaque exemple, on a le code associé. On a un plugin Storybook qui donne le code de cette story-là. Et du coup, au final, le flow est vraiment super simple pour les devs. C'est voilà, tu vois sur Figma, où est-ce qu'il est placé le composant, je vais sur Storybook, je prends le même, je copie-colle. C'est vraiment hyper simple et on enlève le pain point de quel composant utiliser, quoi. Et on est assez regardant sur le fait que Storybook soit mis à jour vraiment à chaque update du design system. Donc que ce soit un nouvel état, que ce soit un nouveau composant ou même juste une petite update graphique ou quoi, il faut que Storybook soit à jour et soit vraiment représentatif de ce qu'il y a dans Figma, parce que si on perd vraiment la cohérence entre les deux outils, on perd la confiance des devs sur Storybook et là on a perdu. Donc il faut vraiment on fait vraiment attention à ce que Storybook soit à jour et que ce soit plus simple pour les devs de s'en servir, quoi. C'est pour ça que notre gouvernance, elle nous sert beaucoup là, et notamment le Kanban. Et on va voir après qu'on a fait une évolution sur la nouvelle version qui va sortir pour justement s'assurer qu'il y ait bien une concordance réelle et permanente entre les deux. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux peut-être parler de la partie purement de développement du composant, parce que c'est un enjeu majeur, hein, parce que Doctolib, c'est 1300 UI, donc on a eu pas mal de choses à faire par rapport au cas déprécié notamment. En fait, alors Doctolib, quand on dit que c'est 1300 UI, c'est qu'en fait, on a un outil qui nous permet une sorte d'outil de non-régression visuelle qui nous permet d'avoir des screenshots de l'application sur certains états, et on a 1300 screenshots comme ça, donc ce qui est vraiment pas rien. Il y a plein de, comme l'a dit Christophe, hein, il y a vraiment plein de lignes de produits différentes que tout le monde connaît pas, et en fait cet outil-là, ça nous a permis de vérifier où était utilisé chaque composant, parce qu'évidemment on avait de l'existant. À Doctolib, on avait déjà des boutons, on avait déjà des inputs, voilà, ça évidemment on l'avait déjà. C'est juste que il y avait potentiellement des doublons où ces composants-là étaient mal définis, et du coup, grâce à cet outil-là, on a pu hyper facilement voir où étaient utilisés les composants, dans quel contexte aussi, puisqu'on avait tout le screenshot. Et ça a servi énormément pour les designers, pour qu'ils aient directement en tête au design de ce composant-là tous les use cases possibles, tous les contextes possibles de ce composant-là. Donc ça nous a évité énormément d'allers-retours possibles, de se dire finalement, merde, ce composant-là, il marche pas dans ce cas-là, on l'avait pas vu avant, quoi. Donc ça, c'était vraiment super bien. Et du coup, grâce à cet outil de différence, on avait vraiment le avant-après. Je montrerai un exemple juste après. On voit hyper facilement quelles sont les modifs qu'on a faites. Est-ce que ça casse des choses? Est-ce que c'est nickel et ça passe? Est-ce qu'il y a que quelques screens à migrer? Ça nous a vraiment permis, on se calait avec Thomas, on regardait cet avant-après, on se disait, OK, on fait quoi? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on migre quelques écrans? Est-ce que tu peux revenir quand même juste sur la slide d'avant? Ouais. Est-ce qu'on passe en V1? C'est-à-dire qu'il y a des changements qui impactaient beaucoup trop d'écrans, et on s'est dit, tant pis, on les passe en V2. On le fera plus tard. On enlève déjà le pain point de les composants sont pas similaires entre design et dev, donc c'est ce qu'on voulait, et voilà. Mais si le changement était faisable, on le passait en V1, et on a déprécié tous les doublons parce qu'il y avait beaucoup de composants en doublons, beaucoup de d'états qui ne doivent plus exister dans l'application, donc on les a dépréciés, et ça, ce sera un travail sur le plus long terme de les supprimer au fur et à mesure. Et du coup, ouais, merci. On a utilisé Argos qui est un outil de régression visuelle. Si je dis pas de conneries, c'est un outil qui a été fait maison à la base. Et en fait, ça nous permet dans nos tests d'intégration à Doctolib de faire des screenshots de l'application à un instant T. Et du coup, on a fait comme ça pour trouver dans toute l'application où était utilisé chaque composant. Donc, hyper simple de voir dans quel contexte il allait pouvoir être utilisé. C'était hyper visuel pour les designers aussi de se projeter et de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on arbitre en fait chaque composant, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui a trop d'impact. Et ça nous permet aussi très facilement de voir quand on supprime les cas dépréciés au fur et à mesure. On a nos 1300 screenshots, et s'il y en a, dès qu'ils sont différents, on les voit, ils nous sautent aux yeux, et ça, c'était vraiment hyper pratique, quoi. Je pense que tu l'as très bien dit, Xavier. L'idée derrière, en fait, c'était de se dire, voilà, on a une vision sur les composants, qui peut être potentiellement une vision sur le long terme. On regarde et on arbitre. Et grâce à cet outil, on a pu arbitrer, se dire, voilà, si on veut vraiment avoir quelque chose qui sort d'ici 2-3 mois, ça va être trop complexe à gérer. Il vaut mieux se dire que ce sera dans la deuxième version et qu'on gérera les cas dépréciés après.
faire ça de manière quand même raisonnable et intelligente. Mais voilà, on a beaucoup arbitré entre les équipes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était drivé par la tech ou que le design a drivé la tech aussi. Enfin, voilà, c'était vraiment de l'arbitrage commun, de se dire, voilà, on veut qu'il y ait quelque chose qui sorte pour avancer tous ensemble petit à petit. Donc, on fait ces premiers arbitrages et après, on a une vision long terme qui sera déployée. On va montrer la timeline de tout ça après. Ouais, et du coup, il y a un petit exemple d'Argos juste après. Voilà. En gros, c'est un outil qui nous sort vraiment le avant, après et différence entre les deux. Et du coup, là, typiquement, c'est quand on était en train de migrer les modales vers la nouvelle modale design system. On voit très clairement avant, après, on voit la diff. Et du coup, on se posait avec Thomas, on arbitrait, on se disait, OK, là, ça passe, on garde ça, il n'y a pas de souci, on passe ça en V1, quoi. L'intérêt de ça aussi, c'est que ça nous permettait de voir des use cases qu'on n'avait pas vus aussi, ou des cas particuliers. Est-ce qu'il fallait les gérer au sein du design system ou pas, etc. Donc, il y a pas mal de questions qui se posaient par rapport à ça. C'était relativement utile de voir du concret, en fait, et ne pas être que dans de l'idée, j'ai envie de dire, et d'arriver à voir tous les cas d'usage. Ouais. C'est ça. Alors, ça, c'est un élément qui est essentiel, c'est vraiment la communication. Donc, comme j'ai dit, ça s'est construit pendant le confinement et après, donc, avec quand même en majeure partie en remote. Donc, du coup, on est parti du principe qu'il fallait énormément communiquer. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un canal qui était dédié Slack sur Design System. On avait 2 canaux spécifiques côté design et tech, s'il y avait des problèmes qui étaient remontés des 2 côtés, pour faire en sorte de s'assurer qu'on communique beaucoup et que tout va bien. Comme je disais, l'un des éléments forts, c'était de dire que notre Kanban aussi servait de réceptacle à tout problème, besoin ou idée des 2 côtés. Donc ça, c'était quelque chose qui est fort aussi, d'être transparent sur la communication. Et enfin, c'était un élément vraiment qui était pour nous fondamental, c'était de communiquer de manière générale. On a été beaucoup aidé par les équipes produits chez Doctolib, mais on a essayé de faire de la communication, que ce soit côté tech, que ce soit côté product, sur des instances d'Odyssey Guide, qui sont des instances hot product. On a essayé d'être présent un peu partout et de communiquer sur l'avancée du design system, pourquoi on faisait ce design system, quel était l'intérêt, comment ça allait marcher, de prendre le pouls un petit peu partout. C'était vraiment essentiel et on est allé vraiment partout, quoi, côté produit et tech. Ça, c'est vraiment un élément qui était essentiel. Il vous reste 13 minutes et vous avez beaucoup de questions dans les questions. On a bientôt fini, merci Fabrice. Alors bien évidemment, on a mis tout ça en place, mais il fallait aussi mesurer vraiment l'impact pour le justifier aussi, hein, c'est quelque chose de très important. Donc que ça soit avant, pendant et après, on a essayé de mesurer le temps passé par les développeurs sur l'intégration front notamment, l'impact. De voir au niveau design system par les designers avec Figma, on a une partie analytics et donc on peut voir quels sont les composants qui sont utilisés, le pourcentage de composants utilisés par wireframe, etc. De voir finalement s'il y avait des composants, on pensait que c'était des composants prioritaires et c'était pas le cas et il y avait besoin en fait de les utiliser ou pas. Donc ça nous a permis vraiment de savoir des 2 côtés l'impact de manière générale. Il y avait évidemment besoin aussi d'une partie quali, je dirais. Donc on a fait des enquêtes de satisfaction pour voir aussi si côté design et côté développeur, on se sentait mieux à ce niveau-là, si ça allait mieux. Et enfin, on s'en a aperçu au niveau de la plateforme sur l'amélioration de l'homogénéité, que ce soit au niveau de la baisse du nombre de cas dépréciés, les incohérences, le bug, le sujet de l'accessibilité, on va en parler juste après. Et on va mettre en place des sondages System Usability Scale pour voir vraiment si au niveau de nos utilisateurs, il y a un ressenti d'amélioration à ce niveau-là. Peut-être faire une petite rétro côté tech, Xavier, par rapport à ce qui a fonctionné, ou là où on a dû pivoter. Ouais, bien sûr. Alors, on s'est rendu compte de quelque chose assez vite, c'est qu'on avait un peu sous-estimé le temps d'itération sur chaque composant. Pour faire les choses bien, il y a des composants qui avaient beaucoup d'impact. Typiquement, un bouton, ça paraît con, mais si on change le padding d'un bouton, il y a potentiellement beaucoup de screens qui vont casser parce que il n'a pas été pensé comme ça à la base. Donc moi, mes 50% devenaient compliqués pour faire le projet en temps voulu, tout simplement. Et du coup, on a utilisé le temps de tech task dont parlait Christophe de 2 équipes qui n'avaient pas de tech task prioritaire à ce moment-là. Et du coup, moi, mon rôle a un peu changé. Donc, j'étais toujours dans le cœur du truc, en train de développer des composants, mais je m'occupais aussi du coup de synchroniser ces équipes-là qui bossaient sur du coup d'autres composants avec le design. Dès qu'il y avait des doutes techniques, trancher, prendre la décision avec eux, encadrer du coup les changements techniques qu'il y a eu. Et c'était vraiment aussi beaucoup de relais avec le design, parce que du coup, moi, je commençais à avoir l'habitude de bosser avec Thomas, mais du coup, ces équipes-là, pas forcément. Et du coup, voilà, j'étais un peu le relais aussi entre ces équipes-là et la team design et la team tech, etc. Donc voilà. Mais par contre, du coup, ça nous a beaucoup aidé d'avoir de l'aide en plus là-dessus.
Côté design, il y a eu 3 petits éléments. Le premier, c'est que c'est la création du design system, ça nécessite vraiment au niveau de la gestion, je pense. Alors, c'était peut-être pas le cas forcément chez Doctolib, mais de manière générale, au début, en fait, quand il y a beaucoup de composants qui sont à créer, la vision qui est à mettre en place, etc., il faut mettre beaucoup d'efforts dessus au début. Donc, ça se justifie d'être à temps plein sur ce sujet-là dans ce contexte. Au niveau de la créativité contrainte, donc ce que je parlais, c'est le fait qu'on, sur les nouvelles UI, on utilise le design system et qu'on vérifie que c'est compliant derrière. C'est petit à petit au sein des équipes, mais l'équipe design a fait un énorme effort là-dessus et on les remercie énormément parce que ils ont joué le jeu et petit à petit, c'est quelque chose qui rentre et qui fonctionne. Donc, c'est une bonne chose, mais ça passe par énormément de communication et d'évangélisation, notamment sur la validation, juste avant que ça parte au niveau des devs, où on valide et on regarde ça. C'est en train de marcher domaine par domaine, petit à petit, et on est en train d'être sur la bonne voie à ce niveau-là, mais ça passe par beaucoup de communication et c'est un changement de façon de travailler, donc c'est important de beaucoup communiquer sur ces sujets. Et puis Thomas, comme on accueille de nouveaux product designers tous les mois quasiment, bah, eux, par défaut, c'est leur façon de travailler. Donc, tout à fait. Oui, ce qui améliore effectivement la façon de travailler de manière générale, petit à petit, ouais, tout à fait. Donc du coup, aujourd'hui, ben, ça y est, donc on a une plateforme qui est unifiée. On a pu donc mesurer qu'on avait une meilleure collaboration et un gain de productivité qui était côté tech et design qui était apparent. On a un design system avec son propre cycle de vie, son propre Kanban et qui vit sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est top. Et on a une augmentation de l'homogénéité de la plateforme. Donc on a des résultats concrets et on veut continuer à avancer par rapport à ces résultats. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur la timeline, donc on a démarré pendant le confinement, mi-avril. Et donc l'objectif, c'était de se dire, voilà, la vision 1, elle sort début août avec ces 3 parties-là, plus ces 30 composants avec la vision. On fait après la vision cible de nos composants fin septembre, c'est-à-dire qu'en gros, la vision vraiment totalement de design est terminée en fin septembre, début octobre. Et après, jusqu'à la fin d'année, petit à petit, on est en train de gérer tous les cas dépréciés et supprimer l'ensemble des cas dépréciés. Donc, on a respecté, pour l'instant, on respecte cette timeline, que ce soit pour la vision V1, V2, on est OK par rapport à ça. Reste maintenant à finaliser les cas dépréciés. Alors, je vais faire une toute petite démo parce qu'on a peu de temps. Donc... Ouais, il faut juste peut-être au niveau du contexte, Pendant ce temps, vas-y. On est en train de travailler sur des nouveaux produits. Donc, en fait, ces nouveaux produits bénéficient tout de suite de travail de design system. Et en fait, les produits, on va dire legacy, ben, en fait, c'est eux qu'on change petit à petit après derrière, composant par composant. Mais c'est vrai que du coup, on peut appliquer le design system sur ces nouveaux produits qui sont eux-mêmes déjà assez conséquents en termes de taille et en termes d'interface. Je voyais des questions sur comment est-ce qu'on fait pour changer tout d'un coup. Assez compliqué, mais en tout cas, nous, on a déjà un terrain d'essai sur ce design system, sur ces nouveaux produits. Si peut-être on déborde un peu, on répondra quand même à toutes les questions et vous aurez les réponses sur YouTube si besoin. Donc au niveau de ce design system, donc voilà comment il est composé. Donc avec nos 3 parties, product, content, brand, c'est un design system qui sera accessible à tout le monde d'ici 15 jours. Donc comme je le disais dans la partie produit, en premier, bien évidemment, on a parlé de notre vision, donc sur nos principes, sur l'accessibilité, sur nos process, sur les différentes release notes qu'on pouvait donner, toute la partie foundation avec les colors, typographie et aussi les éléments sur tout ce qui peut être grid et layout, pourquoi on a mis ça en place. Et enfin, pour chaque composant, donc je vais prendre le composant le plus simple, les boutons, on a expliqué vraiment nos guidelines, nos préceptes. Donc que ce soit au niveau de l'anatomie, des différents use cases, de nos principes, de la hiérarchie, des do and don't qu'on appliquait donc pour chaque composant. Donc on a pris en compte les cas mobiles, les cas desktop, etc. Et comme vous voyez à côté, en fait, donc on a nos guidelines et après on a les states qui sont en fait la représentation directement synchronisée sur Figma des différents états. Ça permet aussi aux besoins, aux développeurs de venir ici et d'avoir directement plus d'informations au niveau des paddings, etc. si besoin est. Et enfin, donc on a la version Storybook qui se trouve ici avec le code. Donc ça permet vraiment d'avoir une version unifiée des différents éléments et à la fois d'appliquer nos préceptes et de pouvoir avoir accès à tout ce contenu-là. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple des boutons. Si rapidement, je montrerai le modal, c'est le même principe. C'est le même principe avec bien évidemment l'anatomie, les explications, les requirements, la partie mobile, les do and don't qui sont présents après. Voilà, on est sur le même fonctionnement avec après les différents états côté Figma et côté Storybook, l'équivalent en code. Donc ça, c'est pour la partie product. Après, on a eu vraiment la chance de travailler avec l'équipe l'équipe content et vraiment on remercie tout le monde et on remercie Sophie pour le travail qu'elle a fait parce que c'est un super boulot. Et donc dans toute la partie content, vous allez avoir tous les principes, le tone of voice,
les audiences qui sont taclées, comment on tacle les audiences en fonction de, voilà, on ne parle pas pareil à un praticien ou un patient. Tout ce qui est après la gestion du contenu sur les erreurs, les messages d'erreur, les translations, la grammaire et les mécaniques avec les ponctuations. Voilà, on a des do et don't partout de comment il faut faire vraiment pour faire en sorte de bien écrire des listes, des dates, etc. Et après, on a aussi toute la partie process, comment l'UX Writer s'inscrit dans le process général de l'équipe. Donc, on est toujours, entre guillemets, à montrer la vision, montrer l'organisation et après montrer la clé avec les différents éléments. Et même chose pour la brand. Avec la brand, après, on retrouve donc toute la partie logo, la partie foundation, les illustrations, les icônes, les images de manière générale, les templates et la partie brand book. Voilà. Donc, c'est un aperçu très rapide, mais voilà, il sera en accès pour tout le monde d'ici 15 jours et on est transparent là-dessus. Il n'y a aucun souci. Alors, on va rapidement finir la présentation parce qu'il y a quand même des choses importantes à dire. Hop. Alors là, après, maintenant qu'on a mis ça en place, qu'on a ces deux parties-là, donc on est en train de finaliser la mise en place des analytics. C'est déjà OK côté Figma et côté dev, c'est en cours. C'est même prêt d'ailleurs. On veut aller plus loin aussi parce que comme vous l'avez vu, en product design chez Doctolib, on est par domaine en fait. On se retrouve, les designers sont par domaine. Donc on a créé en fait des design systems par domaine qui sont des design systems qui servent juste côté design au niveau de Figma pour réutiliser des composants en fait qui sont très utilisés dans certains domaines. Et dès lors en fait qu'on a plusieurs domaines qui utilisent ces composants, ça passe en fait vraiment dans le vrai design system et c'est développé. Donc on est toujours dans cette idée de permettre aux designers d'aller plus vite au niveau des composants avec ce système-là et après de rentrer dans le design system de manière plus globale. On est sur une visualisation maintenant qui est un peu plus globale et notamment côté PM. Design System, on sait que c'est une activité de l'équipe Design Ops, une petite partie de cette équipe, de cette activité-là. Donc, ça rentre maintenant dans la nouvelle équipe Design Ops. Et enfin, on aimerait mettre en place aussi des tests d'utilisabilité pour les composants avec nos utilisateurs. On a fait des tests d'utilisabilité avec la cible principale, c'est-à-dire les designers et les développeurs. Mais on aimerait pouvoir maintenant, au niveau du process, mettre ça en place pour s'assurer vraiment de l'homogénéité avant que ça parte en développement. On continue main dans la main à travailler sur les cas dépréciés. On a l'objectif en fin d'année de finir sur les cas dépréciés. On va parler juste après de l'accessibilité. C'est au cœur de notre process, donc on a travaillé sur ça. On aimerait à terme, au niveau des ateliers de co-création, maintenant que ce soit entre PM, design et dev, ces préceptes-là du design system continuent à fonctionner. Donc, utiliser les composants directement, que ce soit en papier ou en digital, pendant la co-création au niveau sketching des ateliers. Et maintenant, on va donc faire évoluer aussi notre Kanban et responsabiliser les développeurs et designers avec une évolution de notre backlog. Je vais laisser Xavier parler de ce sujet-là et de l'accessibilité avant de conclure. Yes. Alors du coup, très rapidement, on a maintenant ce qu'on a fait, parce qu'au début, du coup, on a mis le petit coup de boost au début avec moi à 50% sur le design system et le tech task de certaines équipes, mais maintenant, on a réparti en fait l'update du design system sur toutes les équipes, c'est-à-dire que dès qu'un projet implique une update design system, ce sera cette équipe-là de la prendre et il prendra du coup tout simplement le ticket Jira. On a un board design system et voilà, il s'occupera de développer ça. Donc ça nous permet de répartir sur toutes les équipes et parce que c'est un produit que tout le monde utilise au final, donc tout le monde est impliqué dans le développement. Et d'un point de vue, nous d'un point de vue dev, chaque dev responsable d'un projet qu'on appelle stakeholder à Doctolib est chargé de vérifier que les maquettes qu'il reçoit sont complètes design system, en tout cas côté dev. S'il y a des updates à faire, il doit se synchroniser avec le designer et du coup on a mis quelques trucs en place dans certains documents qui est rempli en tant que stakeholder de ce projet-là pour être sûr que ça se fasse bien et que ça passe pas à la trappe, quoi. Et ouais, petit mot sur l'accessibilité. En plus, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus sur le maintien de l'accessibilité, etc. C'est un point super important à Docto parce que comme vous doutez, c'est quand même un site qui est censé faciliter l'accès aux soins, donc faut être accessible le plus possible. En fait, Doctolib a été pendant longtemps accessible, mais au fur et à mesure des updates du design system, il est devenu de moins en moins accessible parce qu'on n'avait tout simplement pas de test là-dessus. Et du coup, vous avez, je pense, vu la vidéo sur Combini avec Manuel Pereira qui explique que pour lui, c'est complètement impossible de réserver un rendez-vous sur Docto, parce que du coup, il est malvoyant et il utilise le lecteur de son portable. Et du coup, on a fait des meetings avec Manuel Pereira pour comprendre comment il utilisait Doctolib, quels sont ses outils, etc.
Et on a fait des sessions de live coding avec lui pour réparer en tout cas pour l'instant, le funnel de prise de rendez-vous pour qu'il soit le plus accessible possible. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en utilisant les composants qu'on avait développés, souvent, ça réglait le problème qu'ils rencontraient. Et du coup, on s'est vraiment focus sur, on va dire, l'accessibility by design, se dire que si nos composants sont accessibles atomiquement, normalement, les screens au global, l'accessibilité sera vachement plus simple à mettre en place au final. Donc voilà, on fait super attention que les composants soient accessibles de base pour que les écrans le soient. Et il y a aussi une grosse partie sensibilisation des développeurs, faire un peu de l'évangélisation tout simplement, de comment les bonnes pratiques d'accessibilité, comment faire en sorte que ça reste accessible, du coup mettre en place des tests d'intégration ou des choses comme ça, pour éviter de retomber dans ces travers-là. Donc voilà, c'est un point sur lequel on a mis aussi vachement l'accent avec le design system. Donc, pour finir, et je vous laisserai après la parole, messieurs, pour dire un petit peu votre avis de tout ça, ce que vous en avez pensé. En termes de recommandations, nous, on pense vraiment que la collaboration entre la tech et le design, c'est quelque chose qui est fort, en fait. C'est tout simplement faire du produit de manière générale, et que le design system, c'est un peu une petite école du product. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, de penser ce design system comme un produit qui est à part entière. Pour nous, ça a vraiment été aussi une belle étape pour transformer nos processus de collaboration et faire mieux du product au sein des équipes. Vraiment, c'est quelque chose qui a été fondateur et qui nous a permis d'avancer. Et enfin, on a pensé ce produit petit à petit. Je pense que c'est très important aussi de se dire, voilà, on va pas mettre quelque chose en place qui va durer 8 mois et faire quelque chose qui vit petit à petit, qui grandit en fait, et avec le défi de rester cohérent et homogène. C'est vraiment l'un des éléments qui va être fondateur dans les prochains mois. Donc, on va beaucoup travailler sur ça pour faire en sorte qu'on reste cohérent et homogène avec pas mal d'inconnus, mais on est en train de les gérer et d'avancer avec une belle réussite pour le moment. Juste avant, messieurs, de vous laisser la parole, je voudrais énormément remercier parce qu'on a essayé de mettre à peu près tout le monde, mais voilà, on a une quarantaine de personnes vraiment qui nous ont aidés chez Doctolib. On remercie énormément les équipes design et tech. C'est un travail formidable. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'UX design, ça fait 5 ans que je fais du product. J'ai rarement vu des équipes autant moteurs, qui avaient autant envie vraiment d'avancer ensemble. Et je remercie vraiment l'équipe design et je pense à la tech qui aujourd'hui vraiment prend totalement en compte le prisme design et travaille vraiment à construire un produit main dans la main. Donc, c'est formidable. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, toutes et tous, pour le travail que vous avez fait. Peut-être Michael, un petit mot sur tout ça avant qu'on passe aux questions-réponses. Oui, merci à toi Thomas de nous avoir accompagnés sur le projet. Je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut créer un momentum pour que ce genre de projet s'active. Donc, on avait poussé pas mal de temps avec le design. Le design tout seul, je crois qu'à l'échelle d'une entreprise, en tout cas, une entreprise aussi importante, aussi, comment dire, avec autant de salariés que Doctolib, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que tout le monde s'active. Et c'est vraiment quand la tech a pris le sujet et s'est dit non, mais en fait, il faut qu'on y aille. Et c'est vraiment là que ça a débuté. Et donc, bien sûr, je vais remercier l'équipe design, product designer, mais UX writer, brand et user research d'avoir initié le projet, d'avoir cette ambition-là. Mais après, derrière, c'est aussi parce que la tech a pris le sujet, a mis de la bande passante dessus, que Xavier est monté dessus, que Christophe est monté dessus, que on a pu formaliser, réaliser le projet avec Thomas en catalyseur qui faisait le chef d'orchestre, qui faisait à la fois aligner les designers, à la fois aligner la tech. Donc c'est vrai que c'est un projet d'entreprise au global. Je peux comprendre. Moi, des fois, j'ai des retours de gens qui me disent ouais, j'aimerais faire un design system, mais voilà, on est un petit groupe, on n'a pas de bande passante et tout. C'est du cas par cas. Nous, vraiment, on a montré à travers la présentation qu'on a testé. On a fait un premier essai, deuxième essai. C'est vraiment qu'au troisième essai que du coup, on s'est mis on était face au mur et on s'est dit, si vraiment on veut faire ce projet proprement, il faut qu'on y accorde le temps nécessaire, la bande passante nécessaire. Donc, hyper content du résultat. Les retours sont déjà là. On a des retours côté design où ils sont super contents. Ils vont beaucoup plus vite sur la partie UI. Ils prennent les éléments, les composants dans Figma. Donc, en fait, on passe un peu plus de temps sur la partie amont, sur la partie UX, trouver la meilleure solution à un problème. Donc, co-création, whiteboard, un peu comme j'ai derrière moi, où du coup, voilà, c'est quoi la meilleure solution au problème. Et après, effectivement, sur la partie réalisation d'interface et la connexion à la tech, ça va plus vite.
Et côté tech, il y a des développeurs qui nous disent, voilà, c'est game changer. Moi, je travaille plus vite, la qualité du code est meilleure, je perds pas de temps à trouver un composant. Donc, de bout en bout, on gagne sur la qualité, on gagne sur la collaboration, on gagne sur le temps de réalisation. Et le temps, c'est de l'argent, vous le savez. Donc, au global, je voyais, il y avait une question sur est-ce que vous ne considérez pas que c'est aussi du temps d'entretien de design system? Le temps d'entretien de design system sera de toute façon infinitésimal par rapport à le gain qu'on peut gagner, surtout quand on a 20, 30, 40, 50 développeurs. Je ne sais pas si après, Christophe, j'ai un mot. Christophe, Xavier, vous êtes quand même la tech, c'est vous qui avez fortement contribué à tout ça. Ah bah je suis totalement aligné avec tout ce qu'a dit Mickaël, c'est le fait de se dire que oui, il va y avoir un temps de maintenance, mais en fait, ce temps-là, comme on l'a vu, comme on l'avait calculé avant, c'est du temps qu'on gagne. Donc en fait, investir pour gagner plus de temps, pour nous, il y a aucun calcul à faire, il faut le faire, point barre. C'est un investissement que tout le monde devrait faire. En fait, à partir du moment où on se rend compte que oui, il y a du temps qui est perdu à cause de ça, et ben en fait, il faut juste investir pour le faire. Par contre, effectivement, c'est des itérations. Si vous êtes avec des petites équipes, si vous en avez pas besoin, bah oui, potentiellement ça sert à rien. Donc faut vraiment, il y a un moment, faut arriver à mesurer l'impact que ça peut avoir. Toujours rester pragmatique, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on perd du temps? Est-ce que ça va nous faire gagner quelque chose? Si c'est juste pour le faire, pour la beauté de l'art, bah c'est cool, mais potentiellement vous perdez du temps. Enfin, c'est du temps que vous investissez pas ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec Christophe. C'était vraiment un investissement qu'il fallait faire et on est dans une bonne culture de feedback à Docto et on a eu beaucoup de feedback de développeurs qui sont super contents ça va beaucoup plus vite pour trouver le bon composant et en fait il y a même plein de développeurs qui se prennent au jeu et qui remontent des feedbacks du style bah voilà, est-ce qu'on pourrait faire ça, c'est cool et tout. Donc tout le monde est vachement impliqué là-dedans et c'est super. Bon, mais super. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on va maintenant répondre aux questions. On va prendre le temps de répondre aux questions, même si on déborde un peu. Mais écoutez, ça sera sur la chaîne YouTube. Première question. Donc, on le fait par le nombre de votes. Et après, on va répondre à toutes les questions. Je n'ai pas bien compris pourquoi avoir abandonné l'Atomic Design. Pouvez-vous répéter? Alors, on n'a pas abandonné l'Atomic Design en tant que tel. C'est-à-dire que les principes sont là et au niveau des composants, on a des organismes, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de la nomination, dans notre hiérarchisation, on l'a abandonné pour que ça soit plus clair vis-à-vis des développeurs, en fait, tout simplement. Allez-vous rendre vos design systems publics? Oui, dans 2 semaines, ils seront publics, tout à fait. On a donc Audrey qui nous repose cette question. On sait qu'un design system fait gagner du temps, mais il en fait perdre également lorsqu'il s'agit de le maintenir et de le documenter. Avez-vous pu mesurer également ce temps? Alors, je vous laisse peut-être répondre, la tech, à une partie de ça. Nous, en fait, le fait qu'on ait une équipe aujourd'hui dédiée, donc le temps, effectivement, de documenter, de maintenir côté design, il est géré par l'équipe en tant que telle, donc c'est pas trop chronophage. Par contre, peut-être c'est vrai, effectivement, ça peut avoir un impact côté tech. Alors côté tech, ça a eu un impact au début parce que du coup, il fallait mettre le coup de boost de démarrer le projet, etc. Donc moi, du coup, j'avais 50% de mon temps qui était dédié à ça. Mais maintenant qu'on a réparti tout ce travail-là sur toutes les équipes et qu'au final, il n'y a pas des updates tous les jours du design system non plus, dès qu'il y a une petite update, je sais pas, un nouvel état d'un bouton, quelque chose comme ça, c'est l'équipe qui initie cet update-là, qui prend le ticket. Franchement, c'est peanuts par rapport au temps qu'ils perdaient avant pour trouver le bon composant, réaliser les maquettes et tout. Donc non, il y a un temps, clairement, c'est vrai, mais il est vraiment négligeable, d'autant plus qu'on a réparti ce temps-là sur toute l'équipe tech, quoi. Donc, Après, je pense que... Vas-y, Michael. Côté design, on va accueillir prochainement un Design Ops. Et une de ses missions, ça va être aussi d'être en charge du maintien du système côté design. Donc, on a des profils qui vont aussi être dédiés à ça. Donc, ça fait pleinement partie on va dire, de la bande passante de l'équipe et c'est considéré l'échelle d'entreprise comme quelque chose qui a de la valeur. Donc, il y a quelqu'un qui est aussi une partie de la bande passante qui sera vraiment dédiée à ça, côté design en tout cas, et après, côté tech, Xavier en a parlé. Tout à fait. Comment avez-vous fait pour mesurer le temps passé? Donc, peut-être, Christophe, c'est plus pour toi, là. Ouais, alors du coup, pour faire ça, c'est des calculs, c'est pas très savant hein, comme calcul ce qu'on a fait. On a bien évidemment, c'est une approximation. Ce qu'on a fait, c'est on a regardé sur un projet. Sur un projet, on a essayé d'estimer combien de temps est passé pour que ce soit côté dev
Et encore, même côté dev, on a pris les devs juniors versus les devs seniors. Donc, on a calculé le temps passé sur juste un projet qui est quasiment des sprints de 2 semaines, le temps passé. On a fait pareil côté design. On a demandé aux designers combien de temps ils passaient sur un projet en moyenne. Donc, il y a bien évidemment des projets où faut rajouter le composant sur Figma et donc, du coup, ça prend plus de temps versus d'autres projets où il y a déjà tout à disposition. Donc, on a fait une moyenne par projet et ensuite, ces projets, c'est très simple. On sait très bien combien de temps dure un projet en moyenne à Doctolib. On a fait ça, on a multiplié pour l'avoir sur un mois, multiplié par le nombre d'équipes. Et donc, du coup, ça nous donne un taux horaire par mois et on en a déduit des jours. Ok. On a Fabien qui nous pose la question, pourquoi ne pas utiliser Storybook Doc plutôt que 08? Alors, au moment où on a mis ça en place, on a trouvé que c'était le meilleur compromis pour l'utilisation de Figma et de Storybook. Après, très sincèrement, on n'a pas regardé dernièrement, donc on va regarder. Mais voilà, à ce moment-là, ça nous a semblé le plus opportun d'utiliser 08, ne serait-ce aussi pour la partie graphisme aussi, c'était un peu plus propre à l'époque, etc. Donc, on est parti sur ça à ce moment-là, en fait, tout simplement. Mais ça dépend du moment où on met en place l'outil et les niveaux changent beaucoup, ça change beaucoup. Ouais, l'utilisation de Storybook aussi est quand même vachement orientée dev, ne serait-ce que pour updater les documentations, etc. Donc, plutôt que d'avoir des designers qui galèrent à updater Storybook, parce que c'est pas forcément trivial, voilà, c'était plus simple d'avoir un outil tout à fait. Comme dire. Alors, une question de Geoffrey, comment assurez-vous l'accessibilité de vos composants aujourd'hui ainsi que du maintien de ce niveau d'accessibilité? Du coup, c'est ce qu'on disait. On a répondu à ces éléments-là. En fait, aujourd'hui, concrètement, dans la création des composants, maintenant, on prend systématiquement en compte l'accessibilité. On n'est pas parfait encore sur le sujet. On sait qu'entre des choses encore à évoluer par rapport à ça. Par contre, on est en train de faire en sorte que systématiquement, on utilise chaque composant soit conforme côté développement pour être utilisé après, par exemple, avec synthétiseurs vocaux, etc. On fait attention à ça. En lancement de projet, sans beaucoup de ressources, conseillerez-vous de mettre en place le design system dès le début ou attendre une première version pour voir si le produit est vraiment pertinent et a du potentiel? Est-ce que Michael, tu veux répondre à ça? J'aurais quand même plutôt tendance à dire non. Je pense qu'il y a des design systems open source partout sur Internet. Moi, si je devais lancer un projet aujourd'hui, je me baserais là-dessus pour avoir une industrialisation des composants design, mais de pas dédier de temps à ça en début de projet. Et après, effectivement, si on veut faire évoluer le produit, si on va avoir une marque propre, si on va avoir quelque chose d'un peu plus propriétaire, à ce moment-là, de se lancer dans le projet avec de la bande passante. Et c'est vrai qu'en tout début de projet, en tout cas, moi, je le ferai pas. Après, il faut aussi se poser la question s'il y a une réelle nécessité au sein de l'entreprise, la taille des équipes design, etc. Est-ce que c'est pas ajouter dans la complexité dans certaines entreprises plutôt que aider, il faut arriver à trouver le juste milieu par rapport à ça. Avez-vous relevé? Nous, on le fait parce qu'on est nombreux et qu'on se projette à être encore plus nombreux. Donc là, ça se justifie. Avez-vous relevé un impact au niveau expérience client, B2B, B2C? Si oui, lesquels et comment les avez-vous mesurés? Donc là, on a répondu à ça. En fait, on a relevé un impact, nous, aujourd'hui, sur l'homogénéité de la plateforme. Après, on est en train de commencer dans la partie user research, à faire des tests et des questions par rapport à ça, très précises, pour voir si c'est ressenti vraiment par nos utilisateurs. Après, nous, sur l'homogénéité, on voit concrètement qu'il y a une amélioration, mais on va l'impliquer dans les tests utilisateurs, effectivement, pour voir si c'est ressenti par nos utilisateurs. Il se peut que ce soit pas, qu'il n'y ait pas une sensation forte de la part de l'utilisateur final. Après, le gain de notre côté, sur le temps passé, etc., de toute façon, justifie le projet. On n'a pas profité pour faire une disruption graphique, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on était vraiment dans la continuité, on a gardé les mêmes couleurs, on a gardé les mêmes fontes. C'est vraiment qu'on a uniformisé l'ensemble. Pouvons-nous en savoir plus sur votre release management dans vos outils Design et Dev, Semantic Versioning, Release Note? Merci. Est-ce que Xavier, tu veux répondre à cette question? Nous, au niveau du release management, etc., nous, versioning, on utilise GitHub classique. Et je pense que c'est plutôt côté design, du coup, que vous avez plutôt du versioning sur les composants, mais nous, d'un point de vue dev, ça roule tout seul, quoi. Et après, nous, c'est au niveau du Kanban où on gère en fait les évolutions du cycle de vie de composants, vraiment, où en fait, c'est un product, c'est donc une discovery, co-création, test, ça part en développement et après évolution, itération. Mais pour l'instant, nous, d'un point de vue dev, on va dire, on versionne pas vraiment chaque composant, version 1, version 2 ou quoi. C'est plus un naming implicite avec Thomas quand on était en train de dev
développer tout le truc. Mais y a pas... Par contre, nous, on a un versionning, c'est-à-dire que, comme on parlait de vision sur le long terme, on a déjà une V2 sur des composants qui vont être mis en place par les devs. Et en fait, nous, concrètement, sur Figma, etc., on avait un V2. Les V2 ne sont pas considérés comme des composants en tant que tels pour l'instant, etc., pour pas qu'il y ait de soucis par rapport à ça aussi. Comment est-ce que vous distribuez ces composants en prod et comment vos QA testent ces nouveaux développements avant de partir en prod? Alors, nous, on a plein de tests d'intégration, en tout cas d'un point de vue dev. Donc, si on casse quelque chose, on le voit direct. Pareil pour l'outil de non-régression visuelle. Si on casse quelque chose visuellement, ça va nous sauter aux yeux directement. Et du coup, bah, on se base énormément là-dessus, quoi. Si tout est bon, qu'on n'a rien cassé, que ça soit d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue design front, bah, go, ça part en prod, quoi. C'est comme ça qu'on a fonctionné et on n'a pas du tout eu de soucis par rapport à ça. Argos est-il encore un outil interne? Alors Chris, je pense que tu en sais plus que moi là-dessus. Alors du coup, Argos, il a été implémenté en interne à l'époque et depuis, c'est des devs qui ont ouvert une boîte qui s'appelle Smooth Code et donc du coup, si vous tapez Argos CI sur Google, vous tomberez sur le site. Donc c'est un service qui peut être mis à disposition pour n'importe quelle entreprise. C'est clairement un asset précieux dans ce genre de projet d'avoir une formalisation graphique pour que les designers tech puissent avoir un lieu d'échange. C'est game changer, c'est clair. Quel est l'outil dont vous parlez qui permet de répertorier les différences dans vos IHM? Donc, on vient de répondre à la question. Comment convaincre un développeur qui serait peu sensible aux questions de design de l'intérêt d'un design system sans pour autant lui imposer? Ça, Michael, je pense que ça te plaît comme question. En fait, on appelle ça un design system, mais c'est même pas une histoire de design. C'est une histoire de qualité du code, d'efficacité, de temps gagné, de diminuer les frustrations, les frictions avec les collègues designers. Voilà, on va même pas parler de UI et de comment c'est représenté en fait. Donc le vrai débat, il est sur tout ce que je viens de dire. Et surtout que normalement pour le développeur, c'est même pas un sujet, ça change pas sa façon de travailler en fait. C'est juste que il va utiliser, enfin nous on est en React côté front, donc il va continuer à utiliser des composants comme il faisait d'habitude, sauf que ces composants-là vont être mieux cadrés, mieux définis, ils vont ressembler aux maquettes, quoi. C'était surtout ça aussi le problème qu'on avait. Mais normalement, ça ne doit pas changer radicalement sa façon de travailler au développeur. Et au contraire, ça a pu l'impliquer aussi dans la co-création, etc., et dans l'implication au sein du produit. Ouais. Il y a moins le saut d'obstacle où les designers vont arriver avec un écran et puis ils sont un petit peu partis dans des solutions exotiques et d'arriver devant la tech en disant bon, c'est faisable, c'est pas faisable. On sait que c'est faisable. Nous, on a nos composants, on a construit l'interface. Ça permet quand même une collaboration avec une plus grande fluidité. On a Geoffrey qui nous demande que pensez-vous de voir le design system comme un service avec plusieurs produits et une team référente que plutôt qu'un simple produit comme vous le mentionnez? Alors, je pense que on s'est peut-être mal exprimé par rapport à ça. Le design system, donc, il a une team référente, donc il a une équipe qui le gère. Et c'est pas un simple produit, on l'a façonné comme un produit, mais à l'intérieur du design system, on le voit, on a quand même plusieurs parties déjà, brand, content, product. On gère plusieurs produits. Xavier l'a très bien dit, on gère plusieurs produits au niveau B2B. Et il n'y a pas que le B2C derrière. Donc aujourd'hui, je mentionne le mot produit en disant c'est un produit, mais avec tout ce qu'il y a de complexité derrière, on a des domaines design system, etc. ou autres. Donc on est effectivement aujourd'hui dans cette façon de faire avec une équipe qui gère ça. Comment gérez-vous les différentes plateformes web, iOS, Android? Avez-vous un équivalent de Storybook côté apps? Ça, messieurs, je vous laisse. Non, tout est pareil. C'est les mêmes composants sur les deux plateformes. On a essayé d'homogénéiser, ouais. Ouais, donc tout pareil. Le web, voilà, le web, iOS, Android, tout pareil. Voilà, on a la même expérience continue sur les trois plateformes. Okay. Avec bien évidemment des changements desktop mobile. Hein, plus de détails, juste, je pense que c'est quelqu'un qui était product. Qui pose la question, en grosso modo, c'est juste que c'est la même technologie qui est utilisée. Il n'y a pas de question de c'est une autre technologie. Donc dans ce cas-là, comme on a fait pour avoir le design system qui marche pour ces deux différentes technologies, c'est juste qu'en fait nos applications mobiles, en fait c'est juste un container et dedans c'est exactement le même bout de code
qui est là pour mettre le site sur desktop. Donc au final, on n'a même pas eu à se poser cette question-là parce que c'est le même bout de code, donc c'est la même chose. Il n'y a pas de développeur iOS Android chez Docto. Non. Le design est intégré dans la gestion de projets sur Jira ou seulement les devs sur Jira? Alors, c'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, le design, il est intégré dans la gestion de projet. Il était dans un Kanban à part, en premier lieu. Et maintenant, il est partie prenante dans Jira aussi, côté dev, et c'est la responsabilité des designers et des développeurs, sous gestion de l'équipe qui est derrière, qui gère de manière globale le design system. Et oui, aujourd'hui, on le retrouve aussi sur Jira. Pouvez-vous rappeler le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce projet? Alors après, il y avait 2 personnes qui étaient référentes de manière générale dans l'équipe, et après, il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient. Mais en tout, au nombre d'interventions, on peut dire qu'il y a 40 personnes à peu près qui ont intervenu sur la construction de ce design system, sur des temps bien plus restreints, évidemment. Et après, on a une dizaine, quinzaine de personnes qui, vraiment, toutes les semaines, mettaient du temps sur ce sujet-là. Comment mesure-t-on la conformité de la UI au design system? Certains éléments ont-ils plus de poids que d'autres dans ce calcul? Alors, je parlais de chiffres tout à l'heure, c'est juste pour être représentatif. Dans les faits, on passe vraiment les écrans un par un. On ne juge pas de l'aspect métier, du travail qui a été fait par les product designers, c'est pas le but. Par contre, on essaye de voir juste si les composants ont été utilisés ou s'il y a des composants qui pourraient être utilisés à d'autres endroits pour aider, si ça en oublie, etc. Donc, on passe aujourd'hui, on fait ça minutieusement à la main. J'ai envie de dire qu'on regarde vraiment ces éléments-là en co-création. On fait ça en atelier, tous ensemble. On n'est pas sur de l'industrialisation ou du poids aujourd'hui à ces niveaux-là. C'est peut-être une question qu'il faudra se poser plus tard. Quelle était la relation implication concrète entre Tiga et Doctolib, surtout en accompagnement sur la mise en place ou plus loin que ça? En fait, chez nous, on a intervenu vraiment sur la partie immersion. Donc, j'étais au centre de l'équipe Design System et je travaillais en collaboration comme si je faisais partie de Doctolib pour mettre en place le Design System en le gérant en tant que Design System Manager. Est-ce que vous avez une personne qui fait du Design Ops? Oui, Michael, vous allez avoir prochainement une personne qui fait du Design Ops. Bah oui, bientôt, j'espère. C'est un sujet, c'est un sujet en soi, de trouver un... C'est un vrai sujet, là. On a beaucoup de product designers et donc il faut qu'on ait quelqu'un qui mette un peu de l'huile dans les rouages et tous les petits sujets du quotidien, que ce soit sur la maintenance des rituels, sur les systèmes, sur la culture, sur l'onboarding, le hiring, le recrutement des nouveaux product designers. Oui, c'est un vrai sujet, le vrai sujet du moment. Ce sera peut-être un autre webinaire. Qu'est-ce que l'organisation de... Oui, c'est vrai, ça pourrait être un webinaire à part entière. Est-ce que l'organisation de 08 est la même que Figma et Storybook? Oui, on essaie d'avoir la même hiérarchie possible entre les trois. Il y a peut-être potentiellement des légers écarts, mais on essaie d'être conforme pour être au mieux et le plus synchrone, effectivement. Quel est le processus de déploiement? Y a-t-il une régression, équipe d'assurance qualité, ou testez-vous les développeurs? On a déjà traité ce sujet-là. Donc, vous voulez, messieurs, reparler ou c'est OK? Non, c'est ça, on utilisait surtout Argos, en tout cas. On a Audrey qui nous demande, autorisez-vous les feature teams à être sur des versions différentes du système ou est-ce que tout le monde doit récupérer toutes les updates? Nous, tout le monde a la dernière version, d'un point de vue dev. Donc, il n'y a pas de raison que leur projet, s'ils ont reçu une maquette qui a été faite avant et que depuis le design system est updaté, c'est pas forcément très grave. Si le design system s'est updaté, normalement, il est censé avoir pris en compte ce use case-là, puisqu'il existe. Donc, il n'y a pas de souci pour qu'ils utilisent la dernière version des composants. Côté design, si jamais il y a une version qui est en train d'être validée par le développement, si elle a été validée par le développement, elle est présente au sein de Figma et l'idée c'est de dire, vous pouvez faire les maquettes avec ce composant-là, quand ça passera en développement, ça sera OK, puisque justement, avec le nouveau système de tickets qu'on a, ce sera pris en charge par l'équipe. Mais il faut qu'il y ait une validation préalablement design tech. Vous avez beaucoup d'écrans. Comment faites-vous pour maintenir votre patrimoine en même temps que l'évolution de votre design system? Comment garantir une UI homogène entre écran historique et nouveaux écrans? Ça, c'est tout le sujet dont tu as parlé, Xavier. On est en train de travailler sur tous les cas dépréciés. Et maintenant, dès lors qu'on commence à faire des évolutions sur les composants, il y aura toujours des cas particuliers qu'on ne sera pas gérés. Je pense que c'est mentir dire qu'on peut gérer tous les cas particuliers avec un design system. C'est pas vrai. On le voit dans d'autres entreprises. C'est un souci aussi. Il y avait un très bon sujet là de Blablacar la semaine dernière et qui disait qu'il ne pouvait pas gérer tous les cas particuliers. Donc, ça
mentir. Voilà, on essaie tout simplement, quand on fait des évolutions sur le composant, de voir par rapport à tout ce qu'on a autour, de rester homogène. Donc ça prend du temps, c'est du travail, mais on continue comme ça et on essaie d'avancer de cette façon-là. Sera-t-il possible de revoir ce live? Oui, on le verra sur YouTube. À l'avenir, comptez-vous focus votre stratégie mobile sur une PWA ou sur une app native? Là, on est en plein... Christophe, on est... C'est une très très bonne question. Donc, en gros, là-dessus, ça dépendra de ce dont on a besoin. On va pas partir sur des apps natives si on n'a pas besoin. Aujourd'hui, nos applications répondent à tous les besoins pour le produit. L'expérience utilisateur, elle est plutôt bonne. On a quand même des bonnes notations sur les stores. Donc, en gros, il n'y a pas besoin de se dire il nous faut des équipes dédiées qui ne font répondre qu'à une seule technologie ou à une autre. C'est un peu, je reviens un peu sur les valeurs qu'on a à la tech de KISS, de Keep It Simple. Hein. Il nous faut juste une seule stack pour avoir le plus de personnes capables de travailler dessus de manière efficace. Donc, au final, aujourd'hui, la philosophie, c'est de se dire tant qu'il n'y a pas besoin, on reste sur ce qu'on fait, ce qui est quelque chose de simple au final. Le jour où on aura vraiment un bloqueur très fort sur des besoins de fonctionnalité, on sera toujours ouvert à se reposer et à se remettre en question. Avant-dernière question, comment assurez-vous la répartition du travail des devs entre features, bugs, rituels et tâches techniques? Alors pour ça, du coup, on utilise Jira. Donc avec Jira, au final, ça nous permet d'avoir un peu des données un peu macro sur combien de features, combien de tickets. Parce qu'au final, les tickets, on va utiliser des boards différents potentiellement, ou alors des types différents. Donc on va avoir un board de bugs pour toute la boîte, un board de tâches techniques pour toute la boîte, et ensuite chaque feature team va avoir son propre board pour travailler avec des sprints, avec tous les rituels agiles qu'on peut imaginer. Et donc, du coup, le but après, c'est de se dire ok, il y a quelque chose de très important, c'est on veut que la vélocité soit vraiment homogène au sein de la boîte. C'est-à-dire que pour nous, un ticket, c'est entre 1 et 3 jours. Et en fait, en partant de ce concept, de ce précepte-là, c'est assez simple de pouvoir estimer après, en fonction juste du nombre de tickets qu'a fait telle personne, sa répartition. Concernant la gouvernance, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé du modèle centralisé à celui de centralisé hybride, comme vous le dites? Avez-vous exploré la gouvernance répartie entre les designers de plusieurs squads? Je crois que ça t'en a parlé, Michael, hein, le fait d'avoir donné de la responsabilité, du temps en fait, aux équipes, mais c'était très compliqué à gérer parce qu'elles avaient beaucoup de tâches déjà à accomplir. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce genre de projet. Il y a vraiment un coup d'accélérateur à donner, je pense au début pendant 1 ou 2 quarters, de vraiment de faire un focus, de mettre des composants en plat, etc. Donc peut-être après, on peut répartir sur les différents domaines, etc. Mais pour cette première accélération, hyper important d'avoir un ownership très clair et d'avoir des personnes qui soient dédiées à ça. Sinon, ça avance pas. En tout cas, ça avance pas comme on le souhaite, quoi. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y a une dernière question, le design system, vous le gérez à Paris ou sur les autres sites aussi, mais en fait, il est géré partout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des designers qui sont à Berlin et donc ils ont accès au design system, ils travaillent le design system. Ils sont dans les ateliers de co-création aussi, chaque semaine. Ces ateliers qu'on fait en anglais, mais international, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça fait partie de l'équipe product design, de l'équipe tech, et on travaille ensemble, quel que soit le site. Voilà, messieurs. Effectivement, des product designers en Allemagne, donc comme tu le dis, ça fait partie du truc. Il y a une question sur avec le recul, le passage à Figma, c'est-il révélé bénéfique versus Sketch? Oui, on a fait ça juste avant le confinement. On était hyper contents en termes de timing parce que sur la collaboration en télétravail, on a clairement gagné en efficacité, en vélocité. Donc moi, je conseille vivement Figma pour le coup. C'est tout intégré, même la collaboration avec les product managers, avec les techs. 1000 fois meilleur. Donc, est-ce que c'est bénéfique? Oui. Super. Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus. Vraiment, on a eu plein de questions, c'était super. J'espère qu'on a pu répondre à vos attentes. On est encore désolé de ce qui s'est passé mardi. Vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube et sur notre site. On vous remercie énormément. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'ai remercié les équipes, mais je ne vous ai pas remercié à vous, mais je trouve que ça a été une belle aventure humaine et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'était un plaisir de travailler avec vous. Merci à toi, Thomas. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.